Plus de 100 partis politiques et mouvements ont tenu un point de presse hier. Ils ont exprimé leur soutien aux forces de défense et de sécurité à travers une déclaration commune. Ils ont également partagé leur point de vue sur le processus de consultation lancé par le gouvernement. On en parle avec l'invité de ce 1945, Alassane Ag-Aba, secrétaire général de la CODEM. Les autorités maliennes ont procédé ce mardi 15 avril à la fermeture des bureaux du groupe minier canadien Barrick Gold à Bamako en cause d'un contentieux lié au non-paiement d'impôts. Le Mali s'est hissé en finale de la CAN U17 après sa victoire 2-0 contre le Burkina Faso. Mardi 15 avril, les Aiglonnais affronteront le Maroc le samedi 19 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Ce mardi 15 avril, plus d'une centaine de partis et mouvements politiques se sont réunis face à la presse. 2 points majeurs figuraient à l'ordre du jour. La lecture d'une déclaration commune en soutien aux forces de défense et de sécurité, ainsi que l'expression de leur position concernant le processus de consultation sur la charte des partis politiques initiée par le gouvernement. Ces partis politiques font carrément un bloc contre le tripatouillage. Alassane Ag-Aba est notre invité pour nous en dire davantage. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, madame. Alors, des consultations sont prévues sur la future charte et les partis politiques ont décidé de ne pas y participer. Bon, je crois que c'est ce que les organisateurs de ces concertations ont recherché. En réalité, sinon, un parti politique invité pour parler de politique, parler de son existence, de son avenir, très naturellement, c'est les premiers qui doivent être là. Mais la façon dont les choses sont en train de se passer nous a amené, nous, à revoir totalement la copie. Parce que nous avions cru avoir reçu déjà de l'administration un document qui nous disait de dire nos positions, de décliner nos positions, d'amender par rapport à la charte de parti politique. Et les partis politiques s'étaient rencontrés pour compiler et avoir un document fin prêt qu'ils ont transmis à l'administration comme étant proposition émanante des partis politiques. Alors c'est au même moment également qu'on nous dit qu'il va falloir encore renvoyer le document, on ne sait pas quoi, à des concertations à la base avec ce qu'ils appellent eux, les forces vives. Les forces vives, point d'interrogation que nous ne comprenons même pas, on ne sait même pas ce que c'est que force vive. Et est-ce qu'il y a eu des points dans le projet qui vous inquiètent? Mais c'est inquiétant. Dès lors où quelque chose se fait sans toi, quelque chose sans toi. Aujourd'hui, tout ce qui se fait sans toi, il faut te dire que ça se fait contre toi. Hein. C'est inquiétant parce qu'on voit ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES. Et dans cette AES, on voit comment les choses progressivement sont arrivées dans certains pays. Certains pays, aujourd'hui, les partis sont dissous. Et on se demande aujourd'hui, vu la rumeur qui enfle par rapport à la dissolution des partis politiques, on se dit que c'est peut-être aussi le cadre qu'on est en train de rechercher pour dire que bon, c'est les populations à la base, c'est les forces vives à la base qui réclament la dissolution des partis politiques. On cherche, je ne sais pas moi, des excuses ou on cherche des explications à donner. Nous ne voulons pas être trempés dans ces explications parce que pour nous, on a suffisamment dit ce que nous voulons. Nous, en tant que parti politique, il n'y a pas lieu d'aller toucher des gens, parce que ceux qui vont s'exprimer au nom des partis politiques, c'est des gens qui émanent de ces partis politiques. Il ne peut pas contredire ce que les responsables au plus haut sommet ont pris comme décision. Les décisions que nous avions compilées après travail, ça s'impose à tout militant de ces partis politiques. Donc on ne sait pas à quoi rimeront encore ces concertations à la base, si ce n'est pas un gaspillage encore des ressources, une fois encore, des maigres ressources du pays. C'est pourquoi on a dit que pour nous, il y a un jeu qui ne dit pas son nom. Et ce jeu-là, nous ne sommes pas prêts à nous laisser prendre au piège parce que les gens sont habitués à ce jeu-là. Chaque fois qu'on a voulu faire passer quelque chose, on a dit laissez-nous, on va consulter les forces vives. C'est les Maliens qui vont décider. On a vu ce qui s'est passé avec les ARR. Quand on a voulu prolonger le mandat de la transition, on s'est caché derrière les ARR. On a donné la parole à un soi-disant peuple qui a été désigné par eux-mêmes. C'est là même qui sont au pouvoir. C'est eux qui désignent les participants. C'est eux qui leur collent ce qu'il faut dire. C'est eux qui leur donnent le mandat. Ils leur donnent le discours à tenir. Ils le tiennent bien. Ils le récitent. Ils viennent le produire. On dit que c'est le peuple qui a dit. Alors qu'ils savent très bien, eux, tiens-toi droit. C'est au même moment. Vous savez, dans ce pays-là, je crois qu'il faut qu'on joue franc jeu. Si on veut faire bouger les choses, qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Chacun connaît ce pays, chacun sait qui est qui, chacun sait qui fait quoi, chacun sait ce qui se passe ailleurs.
Disons-nous les vérités et faisons avancer notre pays. Mais quand on passe par des demi-mesures, des demi-vérités, alors que tout le monde, ce chemin-là, nous, on le sait plus que n'importe qui. Ces petites ruses-là, c'est ce que les partis politiques pensent justement que cette tension traduit une peur des partis politiques. C'est pas une peur. On n'a pas peur pour nos droits. C'est pas une peur. Pour nous, ce n'est même pas envisageable. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on veut forcer. Parce qu'on a habité à forcer dans ce pays. Pour nous, les choses sont tellement bien encadrées et on a une constitution qui est très claire dessus. La constitution du Mali le dit, les partis politiques, on ne peut pas les supprimer. Alors, un mot de la fin, un mot aux militants des partis politiques. Je dis simplement aux militants des partis politiques de rester sereins. La démocratie, ce n'est pas, une charité qu'on nous a fait quand on a accédé à la démocratie. Nous avons arraché la démocratie de haute lutte et en plein jour. Cette démocratie, pour nous, elle va s'améliorer de jour en jour. Et aux autorités de la transition? Aux autorités, je leur dis simplement de savoir distinguer entre les Maliens et se dire que tout le monde aime ce pays-là. Ce pays-là, on ne voit pas quelqu'un qui n'aime pas le Mali. On ne voit pas quelqu'un qui peut poser quelque chose contre le Mali quand il s'agit du Mali. Mais quand il s'agirait d'ambition personnelle cachée, là, il y aura des gens qui vont dire que nous comprenons ce jeu, nous ne sommes pas d'accord avec ce jeu. Mais si c'est le Mali, chacun d'entre nous est conscient, chacun d'entre nous a occupé des responsabilités, chacun n'a que le Mali. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous nous connaissons et nous n'avons que le Mali. Chaque fois qu'il s'agira du Mali, nous sommes prêts à tout sacrifier. Mais quand il s'agirait de plaire à des individus, plaire à des hommes, plaire à des agendas non déclarés, nous sommes prêts aussi à dire non, parce que nous sommes aussi des Maliens. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que M. Alassane Agaba est le secrétaire général de la CODEM. Ce journal se poursuit et les bureaux du groupe minier canadien Barrick Gold à Bamako ont été fermés mardi 15 avril par les autorités pour non-paiement d'impôts. Cette fermeture intervient après des mois de conflit à propos du complexe de Loulo-Gounkoto. Djeneba Samake. Après la saisie des 3 tonnes d'or sur le complexe de Loulo-Gounkoto, suivi du mandat d'arrêt contre les PDG de Barrick Gold, les bras de fer entre la société et les autorités s'intensifient. En effet, les autorités ont ordonné la fermeture du bureau de Barrick à Bamako, invoquant un non-paiement d'impôts. À l'origine de cette crise prolongée, une divergence persistante autour du partage des revenus miniers et du respect des obligations fiscales. Faut-il les rappeler, après l'adoption du nouveau code minier qui renforce les prérogatives de l'État malien dans le secteur aurifère, Barrick Gold avait contesté certaines modalités d'application du nouveau cadre législatif. Malgré plusieurs cycles de négociations, les différends s'est accentué avec la saisie en janvier 2025 de près de 3 tonnes d'or que le gouvernement estime liées à des obligations fiscales non respectées. Les pays réclament des centaines de millions de dollars d'arriérés d'impôts à Barrick Gold. En février dernier, un accord avait pourtant été signé entre Barrick et le gouvernement malien. Cet accord prévoyait un paiement de 275 milliards de francs CFA par l'entreprise, en contrepartie de la libération d'employés détenus, de la restitution de l'or saisi et de la reprise des exportations et des opérations minières. Mais selon Barrick, la mise en œuvre de l'accord a été retardée par des blocages internes au sein de l'administration malienne. Dans un communiqué publié mardi, Barrick a confirmé la fermeture de son bureau de Bamako par des départements gouvernementaux et a déclaré être disposé à honorer l'accord conclu en février en reprenant immédiatement la production si les conditions sont réunies. L'entreprise affirme également que ses équipes sur place n'ont plus accès à leur bureau, mais que le site de Loulo-Gounkoto reste opérationnel, bien que suspendu. À Koutchala, un grand incendie a ravagé plus de 4000 balles de coton au sein de la compagnie malienne pour le développement du textile. Un incendie survenu dans la nuit du lundi 14 avril, causé par une foudre alors qu'il pleuvait dans la région. Une nouvelle qui attriste d'énormes cotonculteurs ainsi que des responsables de la région. À noter que cet épisode fait penser à celui de mars dernier à l'usine de la compagnie à Bamako où 1026 balles de coton étaient parties en fumée. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine a tenu sa 16e réunion hier mardi 15 avril à Kinshasa. J'y arrive, les taxes douanières imposées par les États-Unis à travers la ZLECAf étaient au cœur des échanges. Aminata Keita.
Le président américain a imposé des droits de douane à 180 pays, dont 50 nations africaines sur 54. Le taux plancher est de 10% décrété par Washington pour la plupart, mais spécifiquement en Afrique, le Lesotho est le plus touché avec une imposition de 50%. La ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, opérationnelle depuis le 1er janvier 2021, pourrait être l'alternative contre les droits de douane en Afrique, comme l'a stipulé le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, je cite, la ZLECA offrira de vastes opportunités pour un engagement économique plus approfondi et exempt de droits de douane. Fin de citation. En 2024, le commerce entre les États-Unis, ce que les Africains ont exporté aux États-Unis, c'est seulement 8 milliards de dollars. Mais vous savez que la Chine est notre premier partenaire commercial, les Africains, et que nous sommes aux alentours de 300 milliards de dollars. Donc, c'est un effet réduit pour le moment, mais ce sont des opportunités gâchées. Parce que ce sont des exportations qui permettent d'enrichir les pays, parce que ça augmente les recettes d'exportation et augmente les revenus budgétaires des pays. Donc, évidemment, ça aura un effet à court et moyen terme, mais c'est aux Africains de se réajuster pour aller de l'avant, transformer ces défis-là en opportunités. Actuellement, l'Afrique, ce n'est que 3% du commerce mondial, alors que nous constituons 18% du commerce mondial. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller vers quand même une plus grande transformation structurelle. Et avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, comme vous l'avez dit. En effet, la ZLECA fait aujourd'hui la deuxième plus vaste zone de libre-échange à voir le jour depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Les Africains vont réaliser que pour réaliser ce marché commun, il faut lever les entraves à la libre circulation des personnes, des biens et des services. Bon, elle est opérationnelle seulement, la zone de libre-échange continentale africaine, depuis le 1er janvier 2021, mais je crois qu'elle est en train de faire des grands progrès, non seulement pour la libre circulation des personnes, mais aussi la mise en place d'un système pour l'origine des marchandises. Mais en plus de cela, il faut aussi dire que, vous savez, environ 40 monnaies en Afrique. Et cela ne favorise pas les échanges. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine est en train de mettre en place un système de paiement aussi, parce qu'avant, les compensations se faisaient en Europe, mais maintenant, c'est de les faire en Afrique et de manière instantanée entre les différentes monnaies locales. Le Mali est taxé à hauteur de 10%, taxe plancher pour les droits de douane américains. Les 4 pays non taxés en Afrique sont entre autres le Burkina Faso, la Somalie, les Seychelles et le Sahara occidental. L'accord établissant la ZLECA prône la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les pays membres pour accroître le commerce intra-africain. Pour arriver à cet objectif, plusieurs chantiers restent encore, notamment la suppression des visas entre pays africains, la solution sur la monnaie unique d'échange, entre autres. Entre expulsion d'agents consulaires, rappel d'ambassadeurs, les relations entre la France et l'Algérie connaissent une tension assez complexe. Hier mardi, le chef de la diplomatie française a annoncé qu'il faudrait la fermeté, mais aussi à terme reprendre le dialogue. Assetoumani Klubali. C'est après l'arrestation d'un agent consulaire algérien accusé de l'enlèvement d'un influenceur algérien exilé en France qui a amplifié la tension déjà tendue entre la France et l'Algérie. Suite à cela, Alger a expulsé 12 agents français en rétorsion. En riposte, le président français Emmanuel Macron a annoncé le renvoi de 12 agents consulaires algériens en rappelant pour consultation l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romanet. Cet épisode marque une nouvelle donne dans la crise qui dure depuis plusieurs mois entre les deux pays, alimentée notamment par des sujets comme les questions migratoires, la réclamation de Paris à Alger de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière, la position française favorable au Maroc sur le Sahara occidental et l'incarcération en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Dans un communiqué officiel, le ministre algérien des Affaires étrangères a fustigé l'attitude affligeante du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'accusant de barbouzerie à des fins purement personnelles. Pour des responsables qui suivent la situation, il faudrait prôner le dialogue. Celle-ci est la seule manière de résoudre durablement les tensions, a affirmé Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, à la radio France Inter, jugeant, je cite, « irresponsable ceux qui prônent autre chose que le dialogue ».
Il a également assuré mercredi que même si Paris a répliqué avec fermeté aux décisions algériennes, il faudra à terme reprendre le dialogue dans l'intérêt des Français. On termine donc par le sport. Pour la CAN des moins de 17 ans, le Mali a décroché sa qualification en finale ce mardi 15 avril en battant le Burkina Faso 2-0. Ce samedi 19 avril, il affrontera en finale le Maroc, vainqueur sur la Côte d'Ivoire de 4-3 au tir au but. Soumaïla Fani pour le récit. Pour sa 10e participation à la CAN U17, le Mali a acquis hier mardi 15 avril sa place pour la finale face au Burkina Faso en s'imposant 2-0. Élu homme du match, le Malien Soumaïla Fane est l'auteur du premier but à la 42e minute et passeur décisif du deuxième but marqué par Mamadou Traoré à la 74e minute. Vainqueurs en 2015 et en 2017, les Aigles U17 du Mali ont toujours joué les premiers rôles dans le tournoi, comme l'illustre leur présence dans le dernier carré à 7 reprises en 9 participations. Comme adversaire en finale, ils auront le Maroc vainqueur sur une Côte d'Ivoire redoutable et meilleure attaque de la phase de groupe. Après un score nul et vierge, les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés au tir au but et ont pris leur revanche sur les Éléphantaux qui les avaient sortis en demi-finale lors de la CAN 2013 à domicile. Décisif tout au long de la rencontre d'hier, le gardien marocain Chouab Bella Arouche a été le grand protagoniste de cette qualification en sortant 3 pénaltys ivoiriens lors de cette séance des tirs au but. Pays hôte, le Maroc n'a encore encaissé qu'un seul but et il en a déjà marqué 11. Finaliste malheureux en 2023 contre le Sénégal, le Maroc, en quête de son tout premier titre dans cette catégorie d'âge, croisera le fer samedi 19 avril contre le Mali, qui se bat pour devenir la nation la plus titrée de cette compétition s'il remporte ce 3e sacre. Vivement donc le samedi prochain. Point final ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.